si je reprends toute l'histoire, qu'est-ce que la ville a fait, et puis on verra après la complémentarité ville-association, c'est que c'est les associations qui sont d'abord venues en aide aux exilés qui élisaient domicile sur le territoire à partir de 2003-2004 à peu près, parce qu'on a une station-service sur l'autoroute qui amène à Calais. Donc la journée, ils atterrissaient là, le soir, ils montaient dans un camion et puis ils partaient à Calais. C'était le rythme régulier. Donc les exilés qui étaient là, ils restaient 24 heures, 48 heures au plus, mais ça passait allègrement en Angleterre à cette époque-là. Et tout de suite, les associations locales, Salam, Emmaüs et d'autres, sont venues en aide à ces personnes-là pour savoir s'ils manquaient de rien, s'il y avait à manger, s'ils avaient des vêtements, s'ils étaient il y avait Médecins du Monde aussi qui est intervenu très vite, s'ils étaient en bon état de santé. Et voilà, on le savait, on échangeait régulièrement avec les associations et ça se passait plutôt bien, mais ils étaient une dizaine au maximum. L'hiver 2008, là je suis alerté pratiquement entre Noël et Nouvel An, parce qu'il faisait moins 15 ici, des fois il fait froid, il faisait moins 15, il neigeait, et pour la première fois on voyait des femmes et des enfants, ce qui était, ça n'existait pas jusqu'alors. Et donc les associations me disent, mais Damien, il faut faire quelque chose, il va y avoir, quelqu'un va mourir. Et donc moi, c'est insupportable, je ne veux pas que quelqu'un meure sur mon territoire parce qu'il a froid dehors, c'est inimaginable. Et donc j'ai demandé à mes services tout de suite d'installer une tente chauffée. Et là, ça a commencé les ennuis avec le sous-préfet qui m'a envoyé un courrier en disant, vous faites le réseau, vous favorisez le réseau de passeurs et il y a de l'insécurité dessus, donc vous serez responsable s'il arrive quoi que ce soit. Bon, toujours est-il qu'on a laissé la tente et qu'il ne s'est rien passé depuis lors. Et puis, on s'adaptait au fur et à mesure avec les associations. On a, avec Médecins du Monde et un logisticien, on a mis un point d'eau sur là. Il y a eu des toilettes sèches qui ont été installées. Et puis après, c'était des navettes. Les associations amenaient les exilés prendre des douches dans des équipements sportifs qu'on mettait à leur disposition. Donc tout ça, c'était le monde associatif qui prenait en charge. Nous, on ne faisait qu'aider ce monde associatif. On ouvrait les structures, mais c'est pas beaucoup plus que cela. Et puis, on commençait à imaginer avec les associations qui s'étaient créées après en collectif, le Carrefour des Solidarités sur Dunkerquois, qui réunissait toutes les associations qui œuvraient dessus. Ce Carrefour des Solidarités a interpellé la communauté urbaine, parce qu'on était touché à Grande-Synthe. Il y a une autre commune qui connaissait à peu près le même sort, Tétéghem, qui est à quelques kilomètres d'ici. A interpellé la communauté urbaine pour dire à la communauté urbaine, mais c'est un problème communautaire, il faut que la communauté urbaine s'engage. C'était Michel Delbar qui était président de la communauté urbaine à l'époque. Ça n'a pas été simple pour le Carrefour des Solidarités de faire pression, mais au bout de quelques années, il est entré dans le mouvement. Et donc, en fait, il y a une décision financière d'aider financièrement les associations qui engageaient des frais pour faire à manger ou couvrir un certain nombre d'autres frais. Et puis, on a mis des petites maisons de bois plutôt que de mettre des grandes tentes. Et puis, voilà, on imaginait avec les associations, moi ici à Grande-Synthe, de faire la maison du migrant. Voilà, on se disait, ben voilà, de toute façon le terrain sur lequel ils étaient implantés, c'est un projet sur lequel j'avais un projet d'éco-quartier depuis un certain nombre d'années, et donc il fallait qu'à un moment je récupère ce terrain, et on regardait l'implantation d'une maison des migrants. Et puis les années passaient, comme le projet prenait du retard, je disais, bon, ils peuvent encore rester là une année, on verra l'année prochaine. Et jusqu'à l'été 2015, où là on a eu donc cette arrivée massive, où de 50 au mois de juillet, ils sont passés à 2500 au mois de décembre. Et là, ben, on est passé à la vitesse supérieure, parce que bien évidemment, les associations, 2000 personnes, enfin même 200 personnes dans un premier temps, c'était compliqué. Et puis mois par mois, on passait de 150 à 800, 1200, 1800, 2000, 2500, complètement débordés. Et ben là, il a fallu que le maire, puisque c'est sa responsabilité, interpelle l'État en disant, qu'est-ce que vous faites? Nous, on ne peut pas prendre tout le monde. On voyait bien que sur le terrain où c'était installé, c'était 20 hectares, ils auraient pu être 10 000. On pouvait être complètement submergé et qu'à partir d'un moment où ça devient ingérable, on ne peut plus travailler l'acceptabilité entre guillemets de la population, on ne peut plus travailler de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on a interpellé l'État. Et puis quand vous le faites à partir du mois d'août et qu'au mois d'octobre, novembre, on ne vous propose aucune solution et que vous entendez par les associations qu'il y a de la gale, qu'il y a des suspicions de tuberculose, etc. sur le camp, ben vous dites le maire il a des responsabilités là qui lui incombent. Il a le code de la famille, le code de la santé publique.
Et ben, comme l'État n'est pas là, ben, vous décidez de faire. Et heureusement, Médecins du Monde nous a mis en contact avec MSF, qui est venu nous aider financièrement et logistiquement. Et donc on a conçu ce camp, et j'ai un peu forcé la main à l'État, mais comme il n'avait pas de réponse, moi il me dit, mais non, on ne veut pas que vous construisiez un camp. Je dis, mais je ne construis rien, je déplace un camp. Mais le camp, de fait, il existait. Donc on a créé ce camp, 4 millions d'euros, puisqu'il faut être pragmatique, on m'a demandé de l'être, 4 millions d'euros, MSF a mis 2 500 000 euros, et on a mis 1 500 000 euros, la CUD nous a remboursé 500 000 euros. Puis après, il y avait le fonctionnement assuré. Si je veux être pragmatique, il est vrai qu'il y a des réseaux de passeurs derrière tout ce flux-là, mais ce n'est pas les lieux d'accueil qui font les réseaux de passeurs, c'est la sécurisation des frontières, le blocage des frontières qui font les passeurs et qui font qu'on utilise les passeurs pour contourner ces murs-là. Et pour vous donner, être tout à fait transparent, mais je le dis systématiquement, quand on a commencé avant de construire le camp, quand on avait mis des douches tout de suite à disposition, parce qu'on ne pouvait plus faire des navettes compte tenu du nombre, on installe les douches le matin, le soir elles étaient fermées à clé, les passeurs taxaient 5 € aux gens qui voulaient prendre une douche. Ça c'est la réalité. Donc on s'est dit, bah, si on ouvre un camp, il est hors de question que ça soit pour engraisser les passeurs, donc il faudra qu'on ait une structure qui le gère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour éviter cette mafia qui était présente. Donc ça a un coût, il a fallu aménager, il y avait des coûts d'eau, d'électricité, de gasoil pour mettre, enfin de pétrole pour mettre dans les feux pour chauffer les shelters. Et voilà, à l'année, grosso modo, ça a été 6 millions d'euros. On a dépensé en un an de fonctionnement 6 millions d'euros. Et là, 6 millions d'euros, la commune, c'est un peu compliqué. Déjà 1,5 million, c'était pas facile. Et c'est là qu'on a été en rapport de force avec l'État, et que l'État a fini par venir signer une convention où il a pris en charge, là pour le coup, les 6 millions étaient pris en charge complètement par l'État. D'ailleurs, à l'époque, les CAO et la dépense pour le logement d'urgence, c'est le ministère du Logement qui payait, et c'est le ministère de l'Intérieur qui utilisait l'argent du ministère du Logement. Et là, politiquement, pour bien éclaircir les choses, c'est quand Emmanuelle Cos est rentrée au gouvernement et qu'elle a eu le ministère du Logement, elle m'a reçu très très vite, elle m'a dit, Damien, attends un peu, je négocie avec le ministère de l'Intérieur pour venir t'aider derrière. Et au bout d'un certain temps, elle a obtenu qu'on ait une convention avec l'État. Et dans son équipe, à Emmanuelle Cos, il y avait Aurélien Taché, pour la petite histoire. Voilà, ça remet le contexte. Il connaît bien Grande-Synthe, il connaît bien les difficultés, et il sait ce que c'est qu'organiser quelque chose quand l'État ne veut pas être là. Donc je crois qu'on peut s'en faire un allié. Voilà, c'est comme ça qu'on a avancé, qu'on a amené l'État sur notre position, parce qu'il faut reconnaître que Cazeneuve, il a laissé faire, il a signé la convention, et qu'il faut recommencer, parce que comme ça a brûlé un an après, là on a toujours le problème. Alors ils sont moins nombreux aujourd'hui, ce matin au dernier comptage ils étaient 245 dans le gymnase qu'on a ouvert, mais c'est pas une situation qui peut durer dans un gymnase, c'est pas des conditions d'accueil, même si c'est mieux que dehors, c'est pas quand même de bonnes conditions d'accueil. Et on a quand même réussi à persuader et à inviter 1500 personnes à peu près depuis le 3 octobre à partir dans des centres d'accueil. Mais il y en a toujours 300 qui sont ici parce que c'est un flux continu. Ça continue à arriver et ça ne cessera pas, ce flux-là, avant longtemps. Parce que ces gens-là veulent aller en Angleterre quand ils arrivent par ici. Et c'est un État. Donc c'est aussi un débat de faux cul, puisque l'État sait très bien que j'ai ouvert une salle de sport, il paye le gardiennage aujourd'hui de cette salle de sport, mais il ne veut pas reconnaître que c'est un centre d'accueil. Or, je lui demande simplement de labelliser ça et que ça soit lui qui prenne en charge. Parce qu'aujourd'hui, il paye les frais de gardiennage, mais ce sont toujours les associations qui distribuent à manger et qui payent, donc, avec des dons qui font à manger, et du personnel communal qui encadre, et des bénévoles qui viennent encadrer, mais l'État n'est pas présent comme il devrait l'être pour une structure comme celle-là. Alors, Damien Carême, en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'engagement des employés municipaux en 1 minute, vraiment. Hein. Ouais, mais je vais juste dire qu'ils sont incroyables. Il n'y a qu'à voir hier soir, pendant le concert, puisque HK et Saltimbanque sont allés distribuer des places pour le concert du soir dans la salle de sport. Bien évidemment, ils voulaient venir, donc on a mis un bus qui est allé les chercher. Ils sont venus 56 hier soir. Il y avait le personnel qui les encadrait, et on voit bien la relation qu'ils ont créée. Une relation respectueuse, c'est-à-dire qu'il y a des règles dans le gymnase strictes, parce que quand on cohabite à 250 dans une salle de sport, il faut imposer des règles, mais ils arrivent à le faire passer. Et j'ai vu là des lycéens de Tours qui étaient là depuis le début de la semaine, qui ont fait du bénévolat aussi dans la salle de sport. Et à chaque fois, mais c'est ça qui me renforce dans l'idée il faut créer le contact à un moment, parce qu'à chaque fois qu'on entre en contact avec ces exilés-là, on devient différent.
Vraiment. Même le ministre de l'Intérieur, quand il est venu sur le camp, il en est sorti différent que quand il est rentré. C'est ça qu'il faut multiplier en France.